À partir de l'été 1944, les soldats allemands et la population française basculent dans une expérience inversée. C'est au tour des Allemands de connaître la défaite sur le front ouest face aux troupes alliées et à la résistance. Jusqu'en 1945, 250 000 soldats allemands sont capturés par l'armée française et par la résistance. Américains et britanniques livrent 750 000 captifs aux autorités françaises. Au total, 1 million de prisonniers de guerre allemands se retrouvent entre les mains françaises. Comme au temps de la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, la population française va vivre au contact de ces prisonniers, qui vont contribuer à la reconstruction du pays et à la relance de son économie. Jules Alix, membre de la Résistance en 1944, sous la fausse identité de Gilles Langlois, raconte sa rencontre avec le lieutenant allemand Peter Becher qui avait été capturé. Alors un après-midi, j'arrive là, aux loges à Saint-Carnet, et qu'est-ce que je vois? Bon, 7 ou 8 camarades, dont 3 ou 4 que je connaissais bien puisqu'on jouait au football, et puis, mais surtout, j'ai vu deux Allemands, après j'ai su que c'était un officier, le lieutenant Peter Becher, mais je les ai vus en train de creuser chacun d'eux une tombe à peu près de 15 cm de profondeur sur toute la longueur donc prévue pour mettre un homme. Et je suis devenu vraiment en colère. Je leur ai dit, mais vous n'allez quand même pas les tuer. Et je m'adressais à celui qui semblait être le chef à ce moment-là. Bon, il m'a regardé, j'ai regardé les autres, un silence impénétrable. Et bon, on attend. Et en fin de compte, bon, l'après-midi s'est passé, et le soir même, nous avons quitté les loges pour aller sur Calorga, dans une autre ferme aussi. Moi, c'était autour du 4-5 août 1944. Et ces Allemands, ces deux prisonniers là, Paul Becher et son collègue là, ont été livrés donc le soir même au capitaine Vanier, qui donc les a emmenés à Dinan, où il y avait une garnison et quelques autres prisonniers aussi. Hein. On ne tue pas, pour moi forcément, on ne tue pas des gens sans défense comme ça, et en plus leur faire creuser leur tombe. Ça, c'est un souvenir 70 ans après qui devient encore très, très lourd et pesant par moments. J'ai été affecté donc dans la gendarmerie nationale le 22 août 1944 et j'ai été affecté à Jugon. Et je prenais mes repas de midi à l'hôtel de la Vallée chez M. Mme Lefebvre. Et à midi, qu'est-ce que je vois? Attablé, bien je l'ai reconnu, je ne connaissais pas son prénom, mais c'était bien l'officier allemand hein, que j'avais sauvé de cette triste mésaventure qui était en train de creuser sa tombe dans un bois des loges à Saint-Carnet. Et je l'ai rencontré, une chaleureuse poignée de main, mais nous n'avons pas parlé. Et après, bon, chacun va faire ses occupations, mais je sais qu'il lui a été demandé par l'organisation de la résistance de Jugon, qui était très importante à ce moment-là, et aussi par le front donc de la libération du Cap Fréhel. Ils ont eu besoin, et ils ont eu bien fait, de faire appel à cet officier allemand hors pair, qui s'est dévoué tout de suite, corps et âme, et avec toute son instruction, son intelligence, pour aller sauver les vies des soldats allemands déjà, puisqu'ils étaient coincés de toute façon par les Américains, par la résistance et par les Français. Ils ne pouvaient pas sortir vivants de là. Donc Paul Becher est intervenu, et il n'a pas réussi du premier coup, parce que bon, l'obstination de certains guerriers, c'est parfois incontrôlable. Mais il a réussi tout de même à ce que ces gens-là se rendent à la résistance, se rendent à l'américain,
aux Américains, et au moins le Cap Fréhel a été libéré. Mais Peter Böttcher, pourquoi il était arrivé au Cap Fréhel, puisqu'il était prisonnier allemand? Il était prisonnier, mais il s'est présenté au commandant Jean, en disant qu'il irait bien pour parler avec les Allemands qui restaient au Cap Fréhel, pour empêcher qu'il y ait des morts inutiles, quoi. C'est là qu'il s'est proposé pour aller discuter avec les officiers, donc allemands. Et ceux-ci l'ont très mal reçu, ils ont voulu le fusiller en disant qu'il était un traître. Et puis il a fait comprendre qu'il n'y avait aucun espoir pour eux. Les Américains allaient tout foutre en l'air, c'est-à-dire complètement anéantir le Cap Fréhel. Il y avait déjà deux ou trois morts allemands. Et ils ont compris que la résistance était inutile, ils se sont rendus. Böttcher a été reconnu prisonnier libre. Prisonnier libre parce qu'il avait rendu service à la résistance. Oui, et que réellement personne n'avait rien à lui reprocher tant qu'il était militaire. Il était l'un des très rares Allemands à être prisonnier libre en 1944. Ah oui, je ne connais pas d'autres. Oui, et donc la résistance avait donné l'ordre après qu'il vienne travailler chez vous. Oui. Mais pourquoi? Parce que mon père, continuant dans la résistance, il n'y avait personne à tenir le garage, et comme il y avait les véhicules FFI, tout ça, et avaient besoin de réparation, ça continuait, quoi, la résistance, quoi, jusqu'au mois de septembre. Oui, donc votre garage était réquisitionné pour aider la résistance. Oui, et comme mon père étant plus dans le garage, continuant sur le front de l'Orient. Oui, parce qu'il était résistant lui-même et combattant. Ben oui. FFI. Oui, et ce qui fait que l'Allemande donnait plus ou moins un coup de main, bien qu'il n'était pas mécano. Alors vous l'aviez en apprentissage. Voilà. Oui. Et il apprenait bien? Oh, il faisait du gros boulot, il montait des trucs comme ça. Enfin, quand il venait manger à la maison, tout. Et l'après-midi, il s'amusait à jouer après manger, quoi. Ou avant de manger, il jouait du piano. Il y en avait un vieux piano, vous savez, simple piano. Et par moments, il jouait des airs. J'entendais toujours. Voilà, le jour et la nuit, notamment, c'était... Le jour et la nuit? Le jour et la nuit, j'entendais toujours ton retour. Et il mettait du papier entre le marteau du piano et les cordes. Ça faisait un drôle de son. Vous avez de bons souvenirs? Ah oui, absolument de bons souvenirs. Et quand il y retournait par la suite, plusieurs années après, il a continué à écrire. Il y a eu des lettres écrites en allemand, d'autres en français. Mais à force d'être ensemble, le garage et tout, bon, vraiment, j'ai vu que c'était pas un mauvais bouc, c'était réellement quelqu'un qui était bien, quoi. Et du coup, alors pour un homme comme vous qui était qui a vécu l'occupation, le fait de rencontrer quelqu'un comme Peter Böttcher, ça vous a donné quel sentiment par rapport... Bien que les Allemands, malgré tout, n'étaient pas... Ceux qui n'étaient pas du tout hitlériens, quoi. Des gens normaux, pas de problème. Quand je suis arrivé à Guébriand, la caserne Guébriand, la caserne de gendarmerie, à Saint-Brieuc, en octobre 1944, il y avait des gens qui faisaient les travaux d'entretien de la cour. Et j'ai appris, quelques temps plus tard, qu'il s'agissait d'Allemands. Et après, nous, on fréquentait ces gens-là, on les rencontrait au cours de nos déplacements dans la cour, quand on jouait au foot ou quand on faisait différentes choses. Et ma foi, ils se comportaient normalement. Et ce qu'il y a, c'est que personnellement, physiquement, j'avais un problème parce qu'il y en avait un qui s'appelait Karl et moi, je m'appelle Charles.
Et évidemment, il était habillé comme moi. Il avait un pantalon kaki et une chemise bleue. Et moi, à l'époque, c'était des surplus américains et j'étais habillé de la même façon. Et mes parents, il leur arrivait de se tromper et de l'appeler. Et quand ils appelaient Charles, et ben, lui, il venait. Et puis quand il arrivait tout près, ben, les parents disaient non, non, pas toi. Et il y avait une très très grande cour avec des marronniers. Donc à cette époque, là, les feuilles commençaient à tomber. Donc ils ramassaient les feuilles, puis ils faisaient les travaux d'entretien, peinture et autres. Mais il n'y avait aucune hostilité à leur égard. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce qu'au fond, tout ce qui était allemand, après ce qu'on avait vécu, on avait quand même tendance à dire les Boches et on n'avait quand même pas digéré toute cette période. Et ça venait juste de se produire, mais à leur égard, au fond, ils avaient notre âge. Hein. Moi, celui qui s'appelait Karl, il avait quel âge? Il avait peut-être 20 ans. Et moi, à l'époque, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Donc, il n'y avait pas une grosse différence entre nous. Il y avait le problème de la langue, quand même, qu'on ne pouvait pas s'expliquer avec eux. Il faut dire que c'était une caserne. Et donc, qui dit caserne, c'est que tout était fermé. Et que pour sortir, il fallait passer devant le poste de garde. Donc, je les vois mal s'échapper. Puis s'échapper pour aller où? À ma connaissance, il n'y a jamais eu de prisonniers allemands à être maltraités. Je ne me rappelle pas les avoir vus en ville. Alors c'est pour ça, la photo, là, il est possible que je les ai rencontrés à l'époque, puisque j'allais au lycée qui était à côté, quoi. Cette photo, elle a été prise, je pense, rue des Lycéens Martyrs. Peut-être un peu choquant, évidemment, qu'on retrouve des Allemands qui déambulent dans la rue des Lycéens Martyrs, évidemment. Mais... Cette photo du mois d'août 1944 donne à voir des prisonniers de guerre allemands encadrés par des résistants, des FFI, qui les mènent au travail. Les deux FFI ont leur visage illuminé par un sourire, le sourire de la libération, le sourire de la fin de l'humiliation, de l'occupation. L'auteur de ce cliché met en scène une inversion avec des prisonniers de guerre allemands exhibés comme un trophée. Les vainqueurs d'hier sont les vaincus. Les fusils sont remplacés par des balais. L'humiliation et la fierté ont changé de camp. Ils étaient sur Irodoir, oui. J'avais 10 ans à peu près. Et alors, comme tous les gamins, il n'y avait pas beaucoup de distractions. On traînait en campagne comme ça. D'autant plus que c'était à 500 mètres du bourg. Et puis là, il y avait d'autres gamins que moi. On regardait les prisonniers avec la pelle et la pioche en train de creuser dans le milieu d'un champ pour faire une route. Et une route qui était bien plus large que les charrois qu'il y avait. Et alors, à partir de là, c'était un chemin de terre qu'ils l'ont empierré par la suite. Mais alors là, ils avaient un gardien qui n'était pas facile, le père Plessis, comment il s'appelait son prénom, je me rappelle. Et alors lui, c'est lui qui était chargé de les surveiller. Il était une dizaine de prisonniers, peut-être plus, je ne sais pas. Et alors, il allait de l'un à l'autre, et puis toi, tu vas passer vite, allez, vas-tu te bouger un peu? Et voilà. Hein. Et pendant ce temps-là, il y avait des cultivateurs qui étaient tellement contents d'avoir une route pour les desservir. Mais ils venaient à tour de rôle apporter et la voler. Mais bon, lui, le chef, il avait toujours droit à la volée. Forcément, il commençait par lui. Mais des fois, les autres, il n'avaient pas le droit. Il dit, ça sera pour le prochain coup. Le carnet de contrôle du commando 343 de la commune de Lenfin. Alors ce document est un document que j'ai récupéré dans les papiers de mon père. Mon père a été l'un des deux gardiens du commando allemand qui se trouvait sur la commune de Lenfin. Ils étaient une trentaine à peu près d'hommes qui étaient détachés de Lamballe. Et cette trentaine d'hommes avaient été envoyés sur la commune de Lenfin pour effectuer des travaux de réalisation, enfin de mise en conformité d'un chemin vicinal, d'un chemin d'exploitation pour les fermes, qui a été transformé en voie. Alors à l'époque, bien sûr, c'était pas goudronné, c'était une route empierrée. Voilà. C'était en fait un cahier de pointage des présents. Donc on a la liste des prisonniers allemands qui figurent ici, hein, on le voit là.
sur cette page-là. Donc vous avez la liste des différents prisonniers qui est là. On a des éléments sur leur date de naissance, leur lieu de naissance, leur résidence, et derrière vous avez des feuillets où on pointait en fait leur présence, et c'est ce document que mon père devait servir journellement, je pense, à l'époque. Il avait une clé, il allait leur fermer le lieu où ils étaient en résidence le soir, il fermait à clé, et le lendemain matin, au moment de partir au travail, il allait leur ouvrir, et tout le monde partait avec lui en groupe. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'altercation. Bon, il devait faire preuve d'autorité puis imposer certaines règles. Par ailleurs, on remarque une chose aussi sur ce cahier dont on parlait là tout à l'heure. On trouve toute la liste des prisonniers, et on voit à côté que sur le mois d'avril, par exemple, on leur faisait des attributions assez particulières. Je vais en prendre quelques-unes. Sur la première ligne là, concernant un monsieur Tedjen, on voit une délivrance de fils noirs et blancs, 2 aiguilles à coudre, un peigne, du cirage. Pour le suivant, c'est une lame de rasoir, 2 brosses à dents, du dentifrice. On voit aussi des choses un peu particulières. Là, sur l'un d'entre eux, c'est un peigne et puis du vin rouge. C'est assez curieux, là. Un autre, du dentifrice, un crayon et un blaireau. Du sel, enfin, il y avait du sel, du café, enfin bref. Mais au fait, Guy, je me permets comme ça, mais pourquoi ça t'a intéressé d'aborder cette question-là? La première question, c'est-à-dire que, comme quand j'ai acheté le terrain en 1984, où j'ai construit, juste à côté, il y a une carrière. Et la carrière, j'étais étonné que la carrière existait encore à cette époque-là. Et ils m'ont dit, les voisins, les anciens m'ont dit, ben voilà, cette carrière-là a été ouverte par les Allemands, par les prisonniers allemands. Et donc, en fin 45 et 46, donc ils sont venus casser des cailloux avec la brouette, et ils sont venus ouvrir donc cette route-là de Caressien à direction le bourg de l'Enfin. C'était pour relier plus directement Quintin à l'Enfin. Je suis né ici, là tout près, là, donc pas eu de problème. Bon, il y a juste une période que ma mère moi-même disait que. Mais là, c'était différent, c'était la butte rouge là-bas, vous savez, de côté, l'Ermitage. Côté l'Ermitage Nord, qui a eu une exécution un soir de 26 membres, 25 membres, 25, ça c'était autre chose, c'était la commandanture qui agissait et ramenait des prisonniers de Plaisidie, dont aussi Mireille Chrysotome, qui a été une résistante de Briochine, qui avait été arrêtée du côté de Corlay, paraît-il, à bicyclette, alors qu'elle transportait des messages, quoi. Et ces gens-là ont été fusillés là-bas, mais ça c'est sur la butte rouge, et sur la commune de l'Ermitage d'Orge, à Lorge exactement. Parce que ma mère, moi, elle m'a toujours dit, même jusqu'à la fin, elle m'a dit, je lui demandais, parce que bon, elle est décédée l'année dernière, mais elle avait 93 ans, je lui demandais quelle est sa... ce qui avait marqué le plus de sa vie, parce que c'est une grande vie quand même, et puis elle avait dit comme ça, ben, c'est l'enterrement de la butte rouge, parce que tous les cercueils étaient alignés dans le bourg de l'Ermitage d'Orge, tous alignés, et puis là vraiment il y avait une grosse cérémonie, et puis elle dit c'était ça, l'émotion. Et donc malgré la violence du drame qui a été vécue par rapport à cette exécution de résistants, il n'empêche qu'après coup, une fois la guerre terminée, quand ces prisonniers de guerre sont arrivés par rapport aux l'Enfin, prisonniers, ça n'a pas amené d'animosité, parce qu'avec eux, ça s'est, à ma connaissance, bien passé, il n'y a pas eu de tension particulière. Puisqu'ils jouaient quand même avec les enfants. Ouais. Donc quand tu joues avec les enfants, parce qu'eux avaient des enfants aussi. Ils étaient proches de la population. C'est ça. Et ils ne cherchaient pas à faire querelle à qui que ce soit. C'était là juste pour travailler par rapport à la commune. Puis voilà. Si je suis autant intéressé par cette époque de 1940-1944, c'est que toute la guerre, j'ai vécu auprès des soldats allemands dans mon pays de Plusino, où la garnison allemande était dans l'école, dont nous avions été chassés. Mais lorsque 1944 est arrivé, l'année de la libération, c'était une toute autre affaire. Un jour, un détachement a traversé mon pays et est passé à Plusino à 7 h du matin. Et là, ils ont vu un civil habillé en kaki, sur lequel ils ont ouvert le feu. Ensuite, ils ont tiré sur toute la population qui pouvait se trouver dans le secteur. Et ma mère et moi-même, nous avons fui au travers des jardins.
Et après avoir escaladé un talus et tombé dans les orties au pied de ce talus, nous entendions derrière nous les bottes des soldats allemands qui étaient sur le haut du talus, qui piétinaient des planches. Et ils tiraient avec un fusil mitrailleur sur un résistant qui se sauvait dans la prairie voisine. Or, ce soldat allemand qui était au-dessus de nous, puisque les douilles nous tombaient dessus, les douilles vides, nous a certainement vus. Ma mère avait une jupe bleu-blanc-rouge qu'elle avait confectionnée spécialement pour la libération. Et moi qui avais 10 ans, je n'arrêtais pas de dire à ma mère, il faut se rendre, parce que je savais ce que c'était que de jouer à la petite guerre. Et ma mère me disait, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et ce n'est que bien des années après que bien sûr cette tuerie s'est terminée par la mort de 3 victimes dans le bourg, j'ai voulu éclaircir ça. 40 et quelques années après, j'ai voulu retrouver des témoignages de cette époque pour me raconter véritablement comment ça s'était passé. Et j'ai reconstitué, je suis retourné sur les lieux qui étaient restés intacts. Et il n'était pas possible que ce soldat qui tirait au-dessus de nos têtes sur le résistant ne nous ait pas vus. C'était pas possible. Donc, ce soldat n'avait qu'un simple geste à faire, c'était abaisser le canon de son arme et nous tuer tous les deux dans le fossé. Donc, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il avait quand même certains sentiments d'humanité, alors que à 50 mètres de là, un autre soldat allemand tuait ma tante dans une planche de haricots d'une rafale de mitraillette dans le dos, en lui découpant le buste comme un pointillé. Voilà, c'était donc ces événements qui m'ont fait que plusieurs années après, donc plus de 40 ans après, revenir sur mon enfance et retrouver des témoignages de l'époque et par la suite des objets que j'ai collectionnés pendant des années, puisque je le fais encore un tout petit peu, en dilettante, mais des objets du soldat et des objets de cette époque, qui me parlent et qui peuvent parler à d'autres. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un monsieur m'a appelé chez lui en me disant qu'il avait quelques souvenirs de l'armée allemande qui sommeillait dans son grenier. Or, je me suis rendu chez lui et il m'a sorti un sac à dos avec un nom de militaire à l'arrière qui s'appelait Roche. Et ce sac, chose curieuse, a appartenu à un militaire allemand qui était adjudant dans l'armée allemande et qui est mort au déminage au lieu-dit Lagarde à Saint-Col-Guildo. Alors, ce sac, qui était sa dernière affaire dont il était muni, a été recueilli après sa mort et les civils de l'époque avaient pour coutume de découper l'arrière du sac, que l'on dit sac poil de vache, et ce poil de vache servait à faire un oreiller dans le cercueil de la victime. Or, moi j'ai remis une nouvelle peau de vache, mais la peau de vache d'origine est donc partie dans la sépulture. Et le corps de l'adjudant Roche repose maintenant au cimetière de l'Esnevin, l'Anilis, dans le Finistère, avec son numéro de tombe qui est parfaitement connu. Voilà donc une coutume qui était en vigueur à l'époque, c'était de découper l'arrière du sac pour en faire un oreiller ou mettre sous la tête de la victime. Voilà, donc j'étais très heureux de retrouver ce sac qui a quand même une histoire, parce que cet adjudant qui a laissé sa vie au déminage n'avait rien à voir avec la région, étant donné qu'il n'a pas été fait prisonnier dans le secteur. Voilà, une histoire émouvante, c'est pour ça que j'ai conservé ce sac. L'oubli de ce moment de notre histoire, la présence de centaines de milliers de prisonniers de guerre allemands entre 1944 et 1948, voire au-delà avec ceux restés en tant que travailleurs libres, plonge ses racines dans les souvenirs douloureux de cette époque. Il était aussi difficile de reconnaître dans la mémoire nationale que la reconstruction du pays et la bataille de la production devaient en partie leur réussite à l'ennemi allemand réduit en captivité.